Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Bonjour Axel. Salut. Et aujourd'hui, on a un invité. Bonjour Victor. Salut, Enchanté. enchanté. Donc Victor est là pour un épisode spécial DBT. On va en parler tout à l'heure, mais Victor a écrit une série d'articles autour de DBT, mais pas que. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, très rapidement du coup, Victor Vaneklo, je suis data engineer depuis, environ 5 ans maintenant. J'ai bossé dans des boîtes comme, Artefact, Auchan, Saint-Maclou, et aujourd'hui je bosse chez Decat, et je suis, freelance du coup. Ok. Comme, tu l'as dit, j'ai écrit, un peu sur mon blog, et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Donc merci d'être là. Effectivement, tes articles autour de DBT abordent différents sujets. Donc, tu as un article qui parle plutôt sur la partie performance et quelques compromis. Après, tu abordes aussi un nouveau modèle mental pour DBT et l'orchestrateur, de voir ça un peu comme une seule app. Et après, tu montres, selon la théorie en fait que tu as mis dans tes deux premiers articles, comment est-ce qu'on met concrètement ça en prod. Avec un monorepo, tu parles aussi de micro-batch, des DAG dynamiques, etc. Déjà pour commencer, peut-être qu'on va parler de DBT. Exactement, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être qu'il y en a qui entendent parler mais qui savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que Victor, tu pourrais nous rappeler un peu ce que c'est DBT? Yes, carrément. Donc DBT, c'est un outil, open source qui permet, concrètement de gérer tous les trucs chiants, en data engineering. Ouais. C'est un outil, qui initialement est une librairie Python, qui permet de découper votre SQL en plein de petites bouts de code, qui bout à bout font du coup vos pipelines de data engineering. Ok. C'est un outil de ELT, à ne pas confondre avec ETL, Mhm. donc export, load, transform. Donc on travaille principalement dans le data warehouse, Mhm. donc BigQuery, perso je travaille beaucoup dans Databricks, et cetera, et cetera. Mhm. Et c'est un outil qui, a un peu explosé ces dernières années. Ouais. Il est utilisé chez Decat. Je sais que chez Auchan il est utilisé dans plein d'autres boîtes. Donc c'est un peu le standard aujourd'hui, je pense, dans pas mal de boîtes, au niveau data engineering. Ouais, clairement. Ah, puis ça se comprend, comme tu le disais, ça facilite vraiment pas Mmh. mal de choses, la mise en place de pipeline. Mmh. Ça se comprend tout à fait. Effectivement, comme tu le disais, ça devient aussi, je sais pas si on peut dire que ça devient un standard partout, mais c'est vrai que ça devient utilisé un petit peu partout. Mais à l'échelle, c'est ce que tu disais aussi dans ton premier article, c'est que ça peut devenir vite un spaghetti ball avec des modèles qui sont pas maintenus, une gouvernance qui peut être floue, des coûts et des runtime non maîtrisés aussi sur DBT. Euh, Avant de vraiment de se plonger dans les articles, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a poussé en fait à écrire cette série de 3 articles autour de DBT et pas que? Yes, carrément. En fait, ça fait un moment que je partage pas mal sur LinkedIn Mmh. et j'étais un peu frustré par le format parce que le problème de LinkedIn, ben, c'est qu'il faut un hook, c'est Ouais. qu'il faut, réussir à capter l'attention des gens et pour des articles un peu lourds, au niveau technique en tout cas, Mmh. c'est pas forcément le bon médium. Ouais. Et donc je me suis dit que du coup, j'allais lancer des articles, sur, mon expertise, donc DBT, Airflow, et d'autres trucs. Ouais. C'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ben, aujourd'hui, moi je pense que DBT il est relativement bien utilisé dans certaines boîtes, relativement mal utilisé dans d'autres» et j'avais Mmh. envie de donner un peu de grain à moudre, aux gens qui, voulaient lire des articles un peu plus concrets en français sur DBT. Enfin du coup, je les ai écrits en anglais, mais Mmh. demain ils seront en français. OK. Et ça, c'est les articles que tu as écrits, c'est surtout basé sur ta propre vision ou ce que tu as vu chez les clients ou ce que ça devrait être, selon toi chez les clients? Et ben, les 3, par exemple, là, mon article qui s'appelle Supercharging DBT, nanana, Mmh. il est inspiré d'un article, qui a été écrit par un super ingénieur, chez Discord, OK. qui du coup, l'article s'appelle aussi Supercharging DBT. Ouais. Donc si vous le connaissez pas, on le mettra dans la description. Ouais. Mais du coup, c'est aussi beaucoup ce que j'ai vu chez les clients et surtout les erreurs que j'ai vues chez les clients et que je pense qu'il faut éviter Mmh. pour que, on en parlera tout à l'heure, mais que DBT, ça reste scalable, autant sur, volumétrie et cetera, mais aussi sur la durée. OK, ça marche. Et justement, c'était une des questions, dans l'article quand tu parles de scaler DBT. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux parler, surtout de volumétrie, perf? Qu'est-ce que tu veux dire derrière ce terme-là? C'est une très bonne question. Je pense que moi, ce que j'ai voulu mettre en place dans l'article, c'est que scaler DBT, ça veut pouvoir dire plein de choses. Effectivement, tu l'as soulevé au niveau technique, ça veut dire, gérer des volumétries importantes, gérer la complexité de tes modèles, le nombre de modèles et cetera, mais ça veut Ouais. aussi dire comment tu scales DBT dans une organisation. En fait, le sujet de DBT aujourd'hui, et tu l'as soulevé avec le problème du spaghetti ball, c'est que c'est un outil qui est, initialement pour des data analysts qui veulent faire un peu plus d'engineering.
Ce qui fait que, ben, du coup, les data analysts, ils ont pas forcément les bonnes pratiques de data engineering. Et Ouais. donc, en fait, concrètement, je sais pas si je peux dire de gros mots, mais je vais le dire, ça devient un peu le bordel. Ce qui fait que, en fait, j'ai voulu parler de scaler, DBT au global, pas seulement, au niveau technique, mais aussi gouvernance, comment on fait, dans la CI/CD pour, gérer, des problématiques, des data analysts qui savent pas forcément super bien coder, et Ouais. cetera, et cetera. OK. Ah, ça marche. Et dans ton premier article, à un moment, tu parles aussi d'illusion de gouvernance. Ouais. Tu penses à quoi derrière ça? Et ben, ça rejoint complètement la notion de spaghetti ball. En fait, je OK. pense que DBT est un outil qui, mal utilisé, peut vite, en fait, ça peut vite devenir le bordel concrètement. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, dans DBT, on a la logique de description, par exemple, qui est très bien faite, mais qui, n'est pas très souvent remplie si elle n'est pas Mmh. enforcée. Ce qui fait que, on peut avoir l'impression de comprendre ce qui se passe dans les data pipelines, Mmh. heu et en fait, ben, on peut comprendre, mais ben, on n'est pas aligné sur toutes les définitions, on voit pas les choses de la même manière, et cetera, et cetera. Donc si on n'a pas les bonnes pratiques dès le départ, si on n'a pas, cette logique-là de mettre en place de la gouvernance dans nos pipelines au global, Mmh. très vite, on peut se retrouver avec 2 objets qui veulent dire exactement la même chose, une définition différente et un nom différent. Ce qui en OK. fait, c'est l'enfer après à débugger, Mmh. l'enfer après pour nos business users, enfin nos data people, et cetera. Donc c'est un vrai sujet la gouvernance dans DBT. Ouais, clairement. OK. Et à la suite de ça, tu parles aussi on doit penser à des garde-fous. Donc quand je dis garde-fous, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on doit penser dès l'écriture des requêtes sur DBT, Mmh, pour éviter d'avoir une dérive en termes de mmh. coûts, en termes de volumétrie, et cetera, et cetera. Et est-ce que tu pourrais nous en citer deux, trois sur, justement ces garde-fous qu'on doit avoir en tête? Yes, bah, le plus évident, c'est clairement éviter le select étoile. Ouais, On le dira jamais assez, mais c'est un garde-fou, vraiment hyper important en data engineering. ouais. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est, d'éviter, j'en peux en reciter plein en fait, hein. Mmh. D'éviter, d'utiliser trop de variables parce qu'en fait, la variable tue la variable, ce qui fait que tout le monde va utiliser cette petite variable dans sa propre pipeline qui sera pas ISO avec l'autre, et OK. cetera, et cetera. On en parlera après pour l'incrémental. Donc ça, c'est 2 trucs que je peux vous citer. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais Mmh. du coup, c'est vraiment des trucs qui freinent globalement le scaling de DBT, puisqu'en fait, à partir du moment où vous avez 2 choses qui doivent faire la même chose et qui ne se comportent pas pareil, ben, forcément, c'est l'enfer. Mmh. Et donc, du coup, j'imagine que ta deuxième question, ça va être, un peu comment je fais pour gérer ça? Bah, exactement, pour le select étoile, par exemple, comment est-ce que tu fais pour que les équipes, respectent cela? Le fait de Ouais. ne pas utiliser le select étoile, est-ce que tu penses plutôt à mettre en place une certaine convention? Ce Mmh. qui veut dire que ça peut ne pas être, respecté aussi. Est-ce que, ça passe en termes de, review au moment où tu fais une PR, il y a obligatoirement une review par, quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est via un linter que tu utilises, un pre-commit, la CI? Et ben, les 3 vers les 4 du coup. En fait, moi, je suis assez friand d'automatisation, parce que je pense que tout le monde est faillible et que même si on met en place des conventions, ce qui est le cas d'ailleurs dans tous les projets DBT sur lesquels j'ai jamais travaillé. En fait, on les oublie un moment, c'est pas arrangeant, on va chercher comment dire? Le chemin de moins résistance. Ce qui fait que du coup, moi je suis assez, tu vois, porteur d'en fait, bloquer ça dans la CI, de vérifier que ça n'est pas effectué, via un linter, et OK. lorsque c'est effectué, en tout cas pour certaines règles qui sont genre, enfin le select étoile typiquement, c'est un truc, qui pour moi n'est pas acceptable en prod, Mmh. on bloque, OK. et tant que ce sera pas réglé, ça ne passera pas en prod. Mmh. Et je pense que, qu'il y a plein de visions. C'est ma vision, je pense que dans d'autres boîtes, ça peut être complètement différent et ça peut juste être un warning, tu vois? Mmh. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir de la visibilité sur ce qui est bien fait et ce qui est moins bien fait et la dette technique que tu dois gérer devant. OK. Très bien. Et du coup, tout à l'heure, tu as abordé aussi, l'incrémental. Mmh. Donc dans ton article, tu compares en fait, la mise à jour des données en mode full, donc ça veut dire que tu remplaces toutes les données de la table, à chaque fois qu'il y a ton pipeline qui tourne, Yes. vs, en gros un mode delta. Et dedans, tu parles d'un event type model. Qu'est-ce que c'est exactement un event type model? Yes. En fait, un event type model, ça peut être des tables de faits typiquement, OK. mais ça peut aussi être, des sources de données qui vous envoient de la donnée, avec, juste une colonne qui correspond à une date, heu, métier. OK. Donc typiquement, par exemple, je prends un exemple pour une table de dimension, du coup, Mmh. qui contredit exactement ce que je viens de dire par rapport à table de faits. Ouais. Imaginons que tu aies, je sais pas moi, un outil métier qui t'envoie, de la donnée à une certaine heure, et tu as un geste métier qui est effectué à une certaine heure. Bah, ça, Ouais. c'est un event type model, en fait. OK. Et en fonction de la volumétrie de ton truc, tu vas peut-être vouloir derrière construire une table de dimension, mais n'empêche que ta table source, tu vas vouloir la traiter comme un event type model, OK. donc dans une logique incrémentale, et cetera. Ça marche.
quels sont les cas où tu recommanderais pas justement l'utilisation de l'incrémental? Yes. Et ben, en fait, enfin, ça dépend comment tu veux l'incrémental déjà. Je Ouais. pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a Mmh. plein de manières de faire l'incrémental dans DBT et une manière que j'affectionne tout particulièrement, c'est le micro batch. Du coup, aujourd'hui, personnellement, ce que je dis tout le temps, c'est d'éviter l'incrémental lorsque la donnée est assez faible en termes de volumétrie parce que ça Mmh. rajoute de la complexité. OK. Par contre, à partir du moment où tu as des problèmes de volumétrie, tu peux largement utiliser de l'incrémental et notamment du micro batch. Donc OK. ça, notamment dans tout ce qui est données en retard, je sais pas, faire du backfill et cetera, Ouais. ça se fait assez bien avec DBT aujourd'hui. OK. Donc ne se prenons pas la tête avec le fait de, enfin, en termes de volumétrie, j'entends. Mmh. Ne se prenons pas la tête en termes de volumétrie à, vouloir mettre du full absolument. OK. Ça marche. Et à un moment aussi, pour la mise en place de l'incrémental, tu dis, que ça nécessite surtout de la coordination dans les équipes. Yes. Hem et pourquoi? Est-ce que ça nécessite plus de coordination? Et ben, en fait, ça rejoint mon premier point de convention et de CI. En fait, le sujet de l'incrémental, c'est qu'à partir du moment où tout le monde fait comme il veut, OK. ça devient, ingérable à l'échelle. Ouais. Parce qu'en fait, chacun va avoir sa convention. Typiquement chez Decat, pour donner un exemple hyper concret, on a un énorme sujet de quand commence la semaine. Je pense que chez Auchan, c'était la même chose. Chez Decat, la semaine, elle commence le dimanche, elle finit le samedi dans 95 des cas et dans Ouais. 5 des cas, non, on commence le lundi et le vendredi. Ouais. Ce qui fait que l'incrémental sur la semaine est difficilement gérable lorsqu'on n'est pas tous d'accord sur comment commence la semaine. Et donc, moi, mon postulat, c'est de se dire que sur des objets qui sont un peu des objets standards, la date, c'est standard. En fait, faut tous se mettre d'accord autour de la table sur qu'est-ce que c'est une semaine. Même si Mmh. ça paraît évident, c'est pas évident pour tout le monde et c'est pas évident pour toutes les boîtes. Ouais. Donc, à partir du moment où toi, tu es à l'aise avec qu'est-ce que c'est une semaine, bah là, tu peux mettre en place de l'incrémental sur la semaine parce que OK. c'est cohérent Mmh. partout. Et pour la mise en place de l'incrémental, tu dis d'utiliser des variables globales Ouais, dans DBT. ouais. Et pourquoi est-ce que justement tu recommandes plutôt d'utiliser des variables globales Plutôt que par un modèle, que tu veux dire? ouais, plutôt que de gérer ça par les modèles? Bah, en fait, tu pourrais effectivement gérer ça par des modèles avec un if is incremental et tu gères where, tu prends les dates supérieures ou égales à une certaine date. Ouais. Le truc de faire ça, c'est que, en fait, à l'échelle, enfin, il y a plusieurs choses. À l'échelle, ça marche pas très bien parce que chacun va faire comme il veut. Moi, j'aime pas trop. Deuxièmement, ça empêche le backfill, ce que je trouve dommage parce que, enfin, tu veux que j'explique le backfill ou Tu peux expliquer ouais? très rapidement la reprise, ouais. Hyper Mmh. rapidement, le backfill, c'est quoi? C'est que en fait, dans DBT, aujourd'hui, il y a pas de manière simple de venir récupérer de la donnée qui n'a pas été envoyée dans une de vos tables, donc vous Mmh. devez faire un full refresh. Full refresh, ça veut dire quoi? C'est vous supprimez la table, vous recréez cette table-là, Mmh. par-dessus. Maintenant, moi, ce que je propose et ce qu'on fait dans plein de boîtes, c'est une reprise d'ISO ou du backfill. C'est-à-dire qu'au lieu de supprimer la table, pour, recréer toute la donnée, on va juste insérer la donnée manquante. Mmh. Et ça, DBT, par défaut, avec, en faisant, ce que tu proposes, ça marche pas très bien. OK. Et donc du coup, je pense que moi, il y a un vrai sujet de se mettre d'accord sur les variables qu'on utilise pour l'incrémental, pour ensuite permettre le backfill et cetera. OK. Non, je vois très bien. Et justement, en utilisant ces variables globales, tu dis qu'il faut faire attention en prod. Ouais, Tu penses à quoi, comme risque d'utiliser ça en prod? Parce que tu parlais de setter les variables, ne ouais, pas oublier. en fait, comment dire? Ça, en fait, ça va rejoindre mon deuxième article, donc peut-être qu'on en parlera plus tout à l'heure, Ouais, mais ouais. concrètement, en fait, ces variables-là, elles doivent toujours exister parce qu'à partir du moment où elles existent plus, vous aurez une erreur en prod et OK. donc toujours exister, ça veut dire, peut-être pas passer par un current date sur Airflow. Tu vas Ouais. peut-être passer plutôt par un data interval start, OK. ce genre de truc. Et donc du coup, il doit avoir une logique d'engineering pour faire en sorte que le package global DBT plus Airflow ne puisse pas casser ou ne en tout OK. cas, l'interfaçage, DBT et Airflow. Donc l'utilisation des 2, on le voit globalement, pas Exactement. séparément. Effectivement. Heu, effectivement, donc là, on a parlé surtout de perf, Mmh. pour le premier article. Mais comment tu fais pour que, vraiment cette perf-là, ça tienne dans le temps quand il y a plusieurs équipes? Ouais, tu veux dire comment écrire le code, Plutôt, comment est-ce que parce que déjà tu en as parlé un petit peu, juste à l'instant, pour dire il faut qu'on pense la mise en place, pas juste dans DBT, pas juste dans Airflow, mais avoir vraiment quelque chose qui marche ensemble. Mmh. Et donc tu penses à quoi dans le fait de voir, quelque chose qui marche ensemble? Tu parles d'un modèle aussi, Ouais, mental, OK, d'accord, on en arrive là. ouais. En fait, mon postulat du coup, de deuxième article, c'est de se dire que dans plein d'équipes data, DBT et Airflow sont complètement, ou d'ailleurs DBT ou peu importe quel orchestrateur, sont Ouais, ouais. complètement décorrélés. Mmh. Or,
objectivement, c'est bon, évidemment, je vais dire objectivement parce que c'est mon avis, ça n'est pas le cas et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi je dis ça? Mmh. Parce qu'en fait, DBT sans orchestrateur n'a pas beaucoup de sens. En fait, OK. vous allez devoir run, en local, vos DBT run, à l'échelle, ça ne scale pas et ça n'a pas de sens pour n'importe quelle, boîte, un peu sérieuse. Ouais, Ça peut faire sens dans certains cas, mais on en parlera à la toute fin. ouais. Et Airflow en soi, c'est un orchestrateur, donc il est là pour venir orchestrer des transformations de données ou des appels API ou d'autres trucs. Mais en tout cas, il est là pour orchestrer. Donc en soi, Airflow sans DBT, en tout cas quand on veut intégrer DBT dans la stack, n'a pas beaucoup de sens. Ou un orchestrateur sans DBT n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que je réfléchis avec un modèle mental de me dire qu'en fait DBT plus Airflow, c'est la data platform, mais pas seulement OK. DBT en soi. OK, je vois Clair? très bien. Très, très bien. Et justement, sur le début de ton deuxième article, tu listes aussi différents niveaux de maturité d'orchestration. Après, on va les lister, mais ça te permet de faire quoi après le fait d'avoir, par exemple, catégorisé une entreprise dans tel niveau de maturité Yes. d'orchestration? En fait, moi, je vois mon boulot de freelance comme le mec qui va apporter de la valeur en fait dans une entreprise. Moi, concrètement, juste classifier les entreprises comme ça, c'est un modèle mental qui permet de me dire, ok, on en est là. Moi, je sais qu'on peut arriver là, donc j'ai ce chemin-là à parcourir. Et donc OK, c'est après une proposition de roadmap machin que je propose à mon client OK. sur lesquels on s'aligne et ensuite on tabasse quoi. Tu vois, Mmh. on avance pour aller vers la vision que j'ai ce que devrait être une entreprise mature DBT plus Airflow. OK, donc du coup, tu as 4 niveaux, Mmh. que tu as listés. Le but, c'est toujours d'atteindre le dernier niveau? Dans l'idée, en OK, fonction évidemment des entreprises, mais aujourd'hui, moi, j'ai principalement travaillé dans des grosses boîtes qui ont des moyens pour arriver au dernier niveau, donc ça n'a aucun sens de s'arrêter au troisième. OK. À l'inverse, si j'avais travaillé dans des startups, l'écosystème startup fait que peut-être que ça a plus de sens de s'arrêter au troisième niveau et concentrer son attention sur la valeur business produite. Mmh. Donc ça dépend vraiment du client. OK, ça marche. Et pour rappel, pour ceux qui ont pas encore été voir l'article, le premier niveau, c'est le fait que l'entreprise n'ait pas d'orchestrateur. Le deuxième, c'est, tu en as parlé, le fait qu'il trigger, lui-même, le DBT. Le troisième niveau, c'est, le fait d'avoir vraiment des petites tâches, en plus d'avoir de l'alerting sur ces tâches-là. Et l'atterrissage, en fait, là où on veut aller, c'est d'avoir aussi de l'observabilité et un framework de test. Mmh. Et à un moment aussi, tu parles de que l'orchestration, ça devrait être l'unique point, de source de vérité, la seule source de vérité. Tu penses à quoi derrière ça? Yes. Hem, En fait, ce que je dis plus précisément, c'est que le le front-end de l'orchestrateur devrait être l'unique source de OK, vérité des data engineers. Donc OK. concrètement, ça veut dire que à partir du moment où le front-end dit qu'un DAG a fail, Mmh. effectivement, ce DAG devrait avoir fail dans DBT aussi. OK. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on peut avoir des fautes positives, des faux négatifs, et Mmh. cetera. OK. Et moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit, clair pour les gens qui travaillent dessus au quotidien et qu'on doive pas, ça m'est déjà arrivé 56 fois, se poser la question de savoir si est-ce qu'effectivement le truc a fail ou pas. Mmh. Et OK. donc moi, pour moi, c'est assez important d'avoir une couche Airflow propre, avec, du vert là où c'est bien et du rouge là où c'est pas bien et que ce OK. soit évident, en fait. OK. Et en gros, tu veux que tout soit vraiment ISO? Tout soit vraiment ISO, tout à fait. C'est pareil, à un moment, tu parles aussi d'avoir, un dashboard d'observabilité Oui, qui reflète exactement ce que tu as dans Airflow. Donc c'est pareil, c'est le fait que ce soit, fake dans DBT, ça doit se montrer dans Airflow et qui doit se montrer aussi tout dans le à fait, dashboard, tout à fait. d'observabilité. OK. Hem, pour toi, ça se manifeste comment? Justement d'avoir, un modèle de pensée unique pour, DBT et l'orchestrateur? Yes. En fait, moi, je suis assez pour le monorepo. Alors, je sais que OK. c'est un peu un sujet tendancieux chez les data engineers ou même dans la tech de manière générale. Mmh. Je pense personnellement que dans 90% des cas, le monorepo fait le taf. Dans les 10 derniers pourcents, c'est vraiment sur des entreprises énormes, 56 business units différentes qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. OK. Mais dans 90% du temps, ça fait le taf. Je pense que, je ne sais pas si vous savez, mais Google est sur un monorepo. Je savais La pas, vous plupart me des l'apprendre. produits de Mmh. Google sont sur des monorepos, donc je pense que si Google arrive à être sur des monorepos, il y a aucune raison que des entreprises comme, celles dans lesquelles j'ai travaillé, on n'arrive pas à être dans des monorepos. Bon, c'est pas le cas chez Decat, ça contredit un peu mon truc, mais en tout cas, si j'avais été là à l'archi, j'aurais dit tout de suite: «Il faut faire ça, faut faire un monorepo». OK. Et c'est pour ça que dans ton troisième article, on va y venir encore un peu après, mais pour la mise en prod, tu dis vraiment que c'est data platform et après, en fait, tu mets tout ton code dedans. C'est pour dire que, en fait, c'est vraiment toute l'entreprise qui met tout dans un seul, repo. Tout C'est à pas fait. un repo par équipe, Non, non, c'est tout à vraiment fait. tout.
Donc en OK. plus, Airflow plus DBT, parce qu'on a toute la logique de la data platform dans un seul repo et en fait, personnellement, je trouve ça plus simple. OK, ça marche. Et qu'est-ce que tu dis justement, sur les objections, d'utiliser un monorepo? Pour dire: «Ça Bah, va être compliqué, il y aura des conflits» et cetera? ouais, exactement. En fait, pour moi, tout se gère avec une bonne CI. OK. Globalement, il y a aucune raison, que déjà il y ait des milliards de conflits parce que les équipes vont travailler chacune dans des dossiers différents, pas sur les mêmes objets et cetera, donc à moins que vous ayez un super player qui arrive à travailler sur tous les objets en même temps, mais ce qui n'arrive jamais. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la CI optimise beaucoup de choses parce que vous pouvez faire une CI en fonction du dossier dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez avoir des conventions différentes, ce que je ne vous conseille pas, mais vous pourriez avoir des conventions différentes. Ouais. Et troisièmement, en fait, moi, ce que je propose beaucoup d'utiliser au niveau interfaçage, du coup, pardon, Airflow et DBT, c'est Cosmos. OK. Cosmos qui est une librairie open source, on en parlera, je pense, juste après, mais rapidement, une librairie open source proposée par Astronomer, donc qui sont les principaux contributeurs à Airflow aujourd'hui, qui propose de venir interfacer DBT et Airflow de manière super simple. Ce qui veut Mmh. dire qu'en fait, la complexité de votre orchestration, elle se déporte de Airflow vers DBT. O À partir de ce moment-là, franchement, il y a aucune raison d'avoir des conflits. mmh. Donc franchement, monorepo à fond. OK, ça marche. Et à un moment, tu dis aussi que, heu, tu veux utiliser un manifeste JSON, pour Yes, faire des DAG dynamiques. yes. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est fortement, utile, c'est puissant, en fait, d'utiliser Ouais, ça? bah, en fait, comme je viens de l'expliquer, concrètement, ça déporte la complexité de Airflow vers DBT. Donc évi premièrement, vous aurez moins de travail sur Airflow, donc ça, c'est Mmh. cool. Deuxièmement, vous allez moins vous faire avoir par les gotcha Airflow, qu'on connaît tous et sur lesquels on s'est toujours fait avoir. Et troisièmement, ça permet aux équipes d'être vraiment maîtres de leur orchestration dans DBT. OK. Et donc, concrètement, moi, ce que je propose dans l'article, 3, je pense, c'est de passer par une logique de tag, Mmh. ce qui permet à concrètement chaque équipe d'être honneur d'un DAG, on en parlera tout à OK. l'heure, et cetera. Et franchement, c'est ce truc-là de créer des DAG de manière dynamique, c'est très, très puissant, Mmh. et c'est très facilement faisable. Et justement, comme, tu en parles là, le fait que les équipes tu recommandes que les équipes doivent être, honneurs de Yes, leur DAG yes, plutôt que honneurs de leur modèle. yes. Comment tu fais ça concrètement? Bah, en fait, moi, ce que je fais assez simplement, chez Decat en ce moment, c'est qu'on a pour chacun de nos DAG, on a un fichier qui s'appelle exposure OK, .yaml. Dans cette exposure-là, on a un honneur qui est défini et en OK, fait, on s'attache principalement à la finalité d'un DAG. On s'attache pas juste au modèle associé au DAG, tu vois ce que je veux OK. dire? Mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, enfin, écrire des modèles pour écrire des modèles, on s'en fiche un peu, mais l'idée, c'est que la pipeline globale tourne bien et qu'à la fin, les objets business, sur lesquels on travaille, bah, soient disponibles pour nos users. Mmh. Donc c'est pour ça que je propose cette logique-là de plutôt d'honneur par DAG plutôt que par modèle. OK. Ouais, ça marche, c'est très clair. Hem Et du coup, dans le troisième article, donc là, on a parlé, d'abord performance, après on a parlé, de la vision, monorepo, une seule app, DBT, orchestration. Et dans le troisième article, tu montres, comment est-ce qu'on met ça en production. Et pour toi, le monorepo dont on a parlé, qu'est-ce que ça simplifie le plus? C'est le fait d'avoir, moins de complexité au niveau de la CI/CD, c'est plus facile pour la maintenance. Qu'est-ce que ça facilite pour toi le plus? Et ben, étonnamment, c'est pas du tout un truc tech que je vais dire, mais c'est la gouvernance. OK. Parce que, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand différentes équipes travaillent dans des repos différents, chacun fait sa popote. Mmh. Ce qui veut dire que tu vas avoir un objet business, enfin, du coup, dans la supply, imaginons genre, un warehouse, quelque Ouais. part, un entrepôt. Il va peut-être s'appeler warehouse côté supply, il va peut-être s'appeler, X, côté machin, Y côté truc. OK. Alors que là, si on a un seul monorepo, en fait, les équipes ont de la visu sur ce que chacun fait. Mmh. Ce qui fait que concrètement, si, heu, les les points, tu vois, de les points où vous vous mettez d'accord tous ensemble sur comment on appelle les choses sont clairement établis et bien faits, en fait, vous ne devriez pas avoir de différence sur Ouais. les mêmes objets business et donc en OK. fait, ça simplifie vachement la gouvernance parce qu'à l'échelle, ça permet, enfin, juste si je synthétise 2 secondes, ça permet juste, d'avoir de la visibilité sur ce que chacun fait, donc Ouais. concrètement beaucoup plus simple. OK, ça marche. Et tout à l'heure, tu as déjà parlé du micro batch et dans le troisième article, tu en reparles encore, Ouais, dans la mise en production. Pour toi, ça apporte quoi le fait, de faire du micro batch plutôt qu'un batch, de nuit, en ouais. un seul en fait par jour? En fait, le micro batch, c'est, de l'incrémental
un peu sous stéroïdes. Ok. Ça simplifie vachement la gestion de l'incrémental, à l'échelle. Parce qu'en fait, l'incrémental concrètement, la syntaxe est assez simple, mais vous venez, exécuter votre modèle en fonction de différents soit d'une variable comme ce que je propose dans le premier article, Ouais. soit en fonction d'une certaine date. Ok. Le truc de faire ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut backfill. Mhm. Et si même on veut backfill, en fait, ça veut dire passer différentes variables dans DBT. On va Ok. faire un DBT run, tu passes ta variable et ton truc, s'exécute pour une certaine date. Ok. Le problème, c'est qu'à l'échelle, dans un gros projet, Ouais. parser le DBT, c'est relativement long. Ouais. Ça peut prendre du temps. Et donc, quand tu viens, imaginons que tu dois backfill 100 jours, je dis Ouais. n'importe quoi, ça Ouais. veut dire sans exécution DBT. Donc, tu perds du temps à exécuter DBT, évidemment, à cause du SQL, mais en plus, tu perds énormément de temps à compiler. Et donc, le micro-batch, concrètement, déporte cette complexité que toi, tu gérais auparavant en passant des variables dans ton DBT run, dans DBT directement. Ok. Ce qui fait que c'est DBT qui s'occupe de devoir diviser ta grosse requête SQL en plein de petites requêtes SQL. Donc, Ok. sur mon exemple de tout à l'heure, tu avais 100 jours. Mhm. Ben, au lieu de exécuter tes 100 jours en une fois ou de devoir passer 100 fois la variable, tu passes juste event time start à une certaine date, Ouais. event time end à une autre, Ouais. et il y a 100 jours de différence entre deux. Et DBT te divise ça en 100 jours. Ok. Basta. T'as plus rien à faire. Nickel. On va être remplacés, les gars. Et à un moment, tu arrives sur la partie observabilité. Ouais. Et tu parles de Elementary. Yes. Je connaissais pas du tout Elementary. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et pourquoi est-ce que tu le recommandes? Yes. Alors, Elementary, c'est un outil, c'est d'abord un outil open source qui est proposé par du coup la boîte qui s'appelle Elementary. Ok. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir de l'observabilité sur votre projet DBT, ce qui s'y passe, vos fails, vos modèles qui sont en fail, vos modèles qui sont en done, etc. Ok. Donc, le produit se divise en deux. Tu as d'abord la librairie open source et ensuite tu as vraiment le produit packagé proposé par Elementary. Ouais. Et ce que je trouve vraiment très bien fait, c'est que Elementary propose en fait un package DBT. Ouais. Donc en fait, concrètement, importer Elementary, c'est tu importes le package DBT, tu as tous les tests qui sont faits pour toi, tu intègres Elementary dans ta pipeline en faisant genre c'est un DBT run Elementary, tu vois, genre le tag de .elementary, je me souviens plus. Ok. Et ensuite, tu peux générer un site à partir de ce que ça va te sortir en termes de, tu vois, de fail ou de done en termes de test. Ok. D'accord. Donc en gros, ça va te sortir un peu la même idée que les DBT Docs Generate avec le Ouais. manifest.json. Ok. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, tout est fait pour toi en fait. 4 lignes de code, tu aucune complexité. Franchement, je pense que ça sert à rien de réinventer la roue, à le faire à la mano avec un DBT artifact. Ouais. C'est évidemment ce qu'on fait chez Decat. Et mais en tout cas, je pense que ça va plus vite d'utiliser un outil open source que, en fait, c'est gratuit, c'est hyper simple, autant le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et à la fin du troisième article, tu reprends des tableaux, tu synthétises en fait les avantages, les inconvénients d'utiliser la méthode que tu recommandes. Et à la fin aussi, tu donnes une matrice de décision pour dire, alors ce que je recommande, dans ton cas, c'est applicable. Et dans ce cas-là, ce n'est pas applicable. Est-ce que par exemple, tu pourrais nous donner 2 exemples de cas qui sont complètement adaptés à utiliser ta méthode et 2 cas qui ne le sont pas du tout? Des exemples de boîtes? Non, des exemples de cas, par exemple, en termes de volumétrie, là, ça pourrait être adapté, pas adapté, si c'est une petite table, une grande table, et cetera. Ouais, OK. En fait, en termes de volumétrie, ça va aller assez vite. Ouais, En fait, dès que vous avez une table, assez faible en termes de volumétrie, alors ouais, évidemment faible, ça dépend où vous mettez le curseur et ça dépend combien vous voulez payer, tous les mois. ouais. Mais dès que vous avez, un truc dès que vous avez un truc faible en volumétrie, faites du full, c'est assez simple et tout. Mmh. Par contre, dès que vous commencez à rentrer sur, des choses, plus lourdes en termes de volumétrie, que vos runs passent en plus de 15 minutes, ce genre Ouais, de truc, passez sur de l'incrémental. Donc ça, c'est vraiment mon gros truc. ouais. Pardon. Mmh. Donc, bien sûr, ensuite, ça dépend aussi de la taille de votre équipe. OK. Donc je pense que dans l'article, la base inférieure que je donne, c'est 5, mais en vrai, ça peut s'appliquer jusqu'à 3. Je pense que la complexité de ce que je propose ne vaut pas la peine de mettre en place si vous avez moins de 3 data engineers, en gros. OK, ça va être Parce plutôt que contre-productif. ouais, parce qu'en Ouais. fait, ça va vous forcer à devoir être hyper à l'aise avec plein de concepts qui font que, il y aura plus de maintenance que de réelle, production business. Ouais, je vois. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Et je pense que du coup, ça, c'est les 2 choses où ça va pas. Et par exemple, pour le streaming aussi, je crois que Ouais, bien tu sûr, parlais? ouais, Ça, c'est complètement. DBT, c'est pas un outil adapté au streaming, donc ouais, c'est pour ça que tu parlais de ouais, micro-batch complètement. plutôt,
Donc, d'autant plus que la base inférieure du micro-batch, c'est l'heure. Au pire, vous aurez un refresh à l'heure, ce qui est déjà très très bien pour 95% des boîtes. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin souvent. Ok, ça marche. Est-ce que Axel, tu avais des questions? Tu avais un problème de micro aussi. C'est pour ça qu'on t'a pas beaucoup entendu. Très belle Est-ce que tu as des interview. questions pour Victor? J'ai vraiment apprécié. Non, je vais poser 2 questions. Non, à la suite pour faire la logistique de micro. La première, c'est moi j'ai bien aimé la fusion que tu as fait entre DBT et Airflow. Mais c'est pas quelque chose qui est courant. Donc, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que ça t'a cassé la tête en termes d'ingénierie? Ouais. C'est quoi ton retour sur ça? Ça a dû, je pense, être formateur, mais je vais te laisser répondre. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses aller plus loin et créer un produit sur l'utilisation que tu as fait avec tout ce recul-là? Du coup, pour ta première question, sur la complexité technique, c'est ça, hein, la complexité technique. Ouais. En fait, ça se fait hyper bien. Cosmos, c'est très très bien fait. Il y a plein de manières de venir parser des BT. Franchement, c'est hyper simple. Moi, ça m'a pris peut-être une demi-journée, tu vois, à pouvoir écrire le code. D'autant plus avec les LLM, ça va d'autant plus vite. Donc concrètement, vraiment, il y a zéro complexité technique. La complexité, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se déporte de Airflow vers DBT. Donc après, la question, c'est de savoir gérer ça à l'échelle. Maintenant, franchement, au niveau des DAG, en fait, une fois que vous avez écrit votre DAG Cosmos, Cosmos gère tout. Donc en fait, franchement, c'est tranquille, quoi. Et pour ta deuxième question, est-ce que je compte lancer un produit? C'est une très bonne question. J'aimerais bien. Aujourd'hui, il y a que 24 heures dans une journée, malheureusement. J'aimerais bien qu'il y ait 36 ou 48, mais voilà, c'est comme ça. Mais j'aimerais bien. Donc c'est probablement dans la tuyau en 2026. Et comment tu t'y prendrais? Faut lancer un produit? Ouais. C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il manque de la formation sur DBT, en tout cas de la formation asynchrone, comme on peut voir sur d'autres outils, ce qui, je trouve, est un peu dommage parce que ça devient l'outil un peu de référence du secteur. Donc, pourquoi pas lancer une formation, je sais pas, une masterclass, des trucs comme ça, un peu pour avoir un peu plus de lien avec mon audience aussi sur LinkedIn et sur ma newsletter. Mais à voir, je suis pas arrêté. Très bien. Merci Victor. Avec plaisir. Tu as aussi sorti récemment un outil qui s'appelle Rate Index Yes. pour analyser TGM. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de cet Yes, outil? carrément. Donc en fait, simplement pour faire un peu de storytelling, moi, quand je me suis lancé en freelance, c'était à peu près il y a 1 an et demi. Je connaissais à peu près les TJ du marché, Ouais. mais je me rendais pas vraiment compte. En fait, je trouve que c'est super compliqué sur le marché aujourd'hui d'avoir une vision claire de combien ça gagne un data engineer avec X années d'expérience. Ouais. Ou un data analyst ou peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte que contrairement pardon, à ce qu'on dit souvent, sur, la petite rivalité CDI freelance, pour le coup, les Ouais. freelances sont quand même, pas aidés, quoi. Et je trouve qu'un outil comme un Glassdoor ou un Levels, des freelances, ça peut avoir de la valeur. Ok. Donc concrètement, c'est ce que je propose avec Rate Index. Rate Index, c'est un outil streaming que j'ai codé, de mon côté, qui est complètement gratuit et sur lequel vous pouvez, ajouter votre TJ, qui vous permet ensuite de vous comparer au TJ du marché. Ok. Donc aujourd'hui, on a, environ une centaine de gens qui ont rajouté leurs données en moins de 2 semaines, donc c'est quand même très encourageant. Effectivement. Je pense que ça a de la valeur. Je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que ça les avait rassurés sur leur TJM. Ok. Pour l'instant, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pu renégocier, mais c'est à terme le goal, que j'aimerais permettre aux freelances j'ai déjà eu autour de moi des freelances qui se retrouvent avec des TJ complètement délirants par rapport, délirants à la baisse évidemment, Ouais. comparé à leur expérience. Trop dommage parce que d'abord eux, ça évidemment c'est trop dommage pour eux, mais en plus c'est trop dommage pour le marché parce que le marché est tiré vers le bas et cetera. Et donc Ok. je pense que, ça a grave de la valeur, Ouais. merci, de, venir proposer un outil comme Rate Index sur le marché aujourd'hui. Ok. Et tu as différentes dimensions au niveau du TJ, c'est-à-dire est-ce que tu peux regarder par géographie? Tout à fait. Ouais. Tout à Ok. fait. Pour l'instant, j'ai que 3 dimensions parce que, c'est un side project, hein. Ouais, bien sûr. Tu as la dimension, stack technique, tu as la dimension année d'expérience, et tu as la dimension, géographie. Ok. Et en plus de ça, tu as la dimension, rôle. Enfin, genre, je trouve que c'est toujours un peu frustrant les outils freelance, parce qu'il y en a c'est très large, en fait. Genre en Ouais. data,
Genre, tu vas regarder les TJ de data, alors qu'un TJ de data engineer, ça veut rien dire. Enfin, si tu compares avec un data analyst, c'est comparer des choux et des carottes. Tu vois. Et du coup, moi, je voulais vraiment mettre cette logique de comparer ce qui est comparable. Donc, un data engineer avec un autre data engineer, un data analyst avec un autre data analyst, etc. Ok. Et donc, on va sur ton outil, on s'inscrit, on donne le TJ. À partir du moment-là, on peut accéder au TJ des autres. Ok, très bien. Et bientôt, tu sortiras un nouvel outil aussi. Tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais, je suis en train de travailler sur un outil qui permet de construire des SaaS en full Python. Pour l'instant, c'est pas complètement terminé. Merci. C'est pas complètement terminé. J'en suis à la phase encore de fignolage. En fait, l'outil vient d'une frustration de ma part qui était que je voulais construire des produits. Mais honnêtement, ça me faisait chier d'apprendre HTML, CSS, React. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une frustration sur le marché de data aujourd'hui de pas avoir de possibilité de lancer ses produits. D'autant plus qu'on a une forte expertise, je pense notamment à des MLRG, des mecs qui savent te faire des algos de machine learning super complexes, mais qui savent pas te coder une landing page, tu vois. Et c'est trop dommage, parce qu'on a énormément de valeur. Je pense que ça aurait beaucoup de valeur aussi pour les free, mais aussi pour les CDI qui veulent se lancer dans la création de produits. Et du coup, c'est pour ça que je crée ce boilerplate de code qui, en gros, gère tous les trucs un peu chiants que vous voulez pas gérer, genre l'authentification, les paiements, le blog, les waitlists, ce genre de trucs. Donc, j'ai commencé un petit peu à en discuter sur LinkedIn et ça va continuer. Ok. Ah, super. Et tout à l'heure, tu as parlé de la newsletter. Qu'est-ce qu'on peut espérer recevoir quand on s'inscrit à ta newsletter? Vous pouvez espérer, d'autant plus maintenant, recevoir plus d'infos sur. En fait, j'ai envie de faire du building public. Donc, j'ai envie de discuter évidemment des sujets data. Je vais continuer à en discuter, mais j'ai aussi envie de mettre en valeur, en valeur le travail que j'effectue au quotidien dans mes produits. Et donc, du coup, vous pourrez espérer évidemment des infos sur la data, comme ce que j'ai déjà écrit sur les 3 articles dont on a parlé pendant le podcast, mais aussi genre un peu derrière comment lancer, qu'est-ce qui se passe quand on lance des produits, en fait. Genre des vrais stats, ce genre de trucs. J'ai déjà fait un premier post LinkedIn sur, par exemple, le nombre de users de Index, en donnant les vrais stats, en montrant la courbe qui est plutôt descendante, justement, de nombre d'utilisateurs par jour. En gros, les trucs qui marchent et les trucs qui marchent pas. Ok. Ah, ça marche. Et donc, tu as un site web où on peut lire aussi des articles de blog. Tout à fait. Je mettrai le lien en description. Et si jamais on veut te contacter directement sur LinkedIn. Ouais, direct. Ok, super. Encore merci. Avec plaisir. Merci Axel aussi. Désolé pour le micro. Comme d'habitude, donc on est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Pensez à nous mettre 5 étoiles ou un like sur la vidéo YouTube. Si jamais vous voulez continuer un peu plus loin sur les discussions qu'on a pu avoir, il y a aussi la partie commentaires. Pour rappel, je fais une formation de SQL sur BigQuery sur 3 jours. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Si jamais vous souhaitez aussi communiquer avec Axel, pareil, sur LinkedIn. Et puis, on vous dit à bientôt au prochain épisode. Ciao. Salut.